Alors maintenant, les enjeux également, ce sont les élections en République démocratique du Congo. L'abbé Malou Malou avait sorti un calendrier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que êtes-vous pour l'organisation des élections locales, municipales avant les législatives et la présidentielle dans le contexte actuel, quand on sait que ces élections pourront prendre beaucoup de temps en ce qui concerne l'organisation et ça pourrait retarder la présidentielle? Le calendrier électoral, c'est une question que je ne maîtrise pas. Mais je peux vous dire que moi, je me suis déjà exprimé plus d'une fois sur cette question des élections. Quel est le but des élections? Dans un contexte comme celui du Congo, vous savez, nous sommes des gens qui avons la spécificité de ne pas tenir compte des leçons de notre propre histoire. À chaque fois qu'il y a une élection, surtout au niveau de la présidence, vous voyez que la cohésion nationale en souffre. Il y a même chaque fois risque à ce qu'il y ait des violences qui se généralisent. Ça, ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. C'est parce que les élites ne veulent pas, ou bien elles sont incapables de réfléchir de façon positive. Donc, malgré de mauvaise foi, vous entendre parler. Moi, je vous dis, les élites, Malou Malou, c'est un épiphénomène. Malou Malou, qu'est-ce qu'il peut décider lui-même? Non. Si les gens acceptent d'abord, par principe, de regarder dans la même direction, quel est l'intérêt de notre pays? On peut trouver des formules pour avoir une gouvernance apaisée, une gouvernance qui rassure tout le monde, sans nécessairement passer par le processus électoral de type occidental. Ça, je l'ai déjà dit. Et regardez ce qui se passe en Chine. C'est quoi votre formule, par exemple? Regardez ce qui se passe en Chine. Depuis une trentaine d'années, les dirigeants sont nommés par le comité central du Parti communiste pour un mandat de 10 ans, 5 ans fois 2. Après, dehors. Ils sont remplacés par d'autres. Et donc, vous conseillez un parti unique? Ce n'est pas une question de parti unique, c'est une question... En Chine, c'est un parti unique? Oui, mais c'est quel exemple que je donne. C'est un parti unique, mais qui représente une réalité qui est complexe, parce que c'est une réalité qui gère 1,3 milliard d'hommes, qui gère donc une situation d'une complexité extrême. Le congrès du Parti communiste chinois, ce n'est pas un congrès de parti, c'est un congrès où il y a tous les intérêts, il y a tous les clivages, toutes les divergences. Mais ces gens arrivent parce que, dans leur majorité, ils ont le même objectif, celui de travailler pour la consolidation, pour l'élévation de leur pays. Mais ils arrivent à trouver des formules pour une gouvernance qui puisse satisfaire la majorité. Vous voyez. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne pourrions pas réfléchir à une formule semblable? Parce que malheureusement, je vous dis, les élections chez nous ne résolvent rien. Parce que d'abord, notre esprit n'est pas préparé à accepter la défaite. Et donc, il faut un système comme celui du Parti communiste, où finalement, c'est un groupe de gens qui décident. Donc, en fait, pour d'autres, ils vont vous dire, mais attendez, mais ça, c'est la dictature du groupe que vous voulez instaurer en République démocratique du Congo. Ce sont des concepts qui sont mal interprétés, mal digérés. Je vous assure que s'il y avait, par exemple... Bon, je ne sais pas quoi, si on pouvait imaginer une institution qui comprenne des représentants de chaque province, peut-être pour la de leur population, qui puissent prendre les décisions
sur la désignation du chef de l'État, du gouvernement, sur les grandes options économiques. Mais dans la réforme proposée par, disons, il y a des projets de loi qui vont aller au Parlement, peut-être dans la prochaine rentrée parlementaire, ils vont en parler. Il propose justement un suffrage indirect, par exemple, en ce qui concerne l'élection du disons de gouverneurs de province et des députés provinciaux. Donc vous, à la limite, si j'en vous entends parler, ça ne vous dérangerait pas, peut-être que le président de la République soit élu au suffrage indirect? Ouais, parce que je vous assure que écoutez, Monsieur Kousouanika, vous savez, la plupart des gens parlent des problèmes qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Vous savez, c'est qu'un paysan, au fin fond de la brousse congolaise, là, c'est de l'acte électoral. Moi, j'ai assisté au moins 2 fois à des élections, ce qu'on appelait des élections. La personne qui vient devant l'isoloir, là, il ne sait même pas pourquoi il s'est déplacé. Moi, une maman me dit, Tata Balbaki na bisu toyawa, sikoyo, yebisanga inasala nini yao. Oh, ba pesinga mikanda mibalia, na boaka wapi indi malamu nini. Vous voyez. Donc, c'est un système qui demande une certaine maîtrise des choses que nous n'avons pas encore, que nos sociétés n'ont pas encore. D'ailleurs, ici, nous nous trouvons dans les pays européens. Le suffrage universel, il a connu un processus d'évolution. Vous voyez? Ce sont les propriétaires, ce sont des gens qui avaient une certaine éducation, qui pouvaient voter parce qu'ils comprenaient pourquoi ils votaient. Or, si chez nous on arrive à un tel système, que les gens qui vont poser ce geste électoral soient des gens qui soient conscients des enjeux, qui savent qu'est-ce qu'ils posent comme geste et ses conséquences. Je crois que à ce moment-là, on aurait plus de contrôle sur les dirigeants que dans le système actuel. Le suffrage universel direct, qui est en fait un système où celui qui gagne, c'est celui qui a les moyens. Hein? Mais même dans l'indirect, dans l'indirect, c'est encore pire, à mon avis. Je ne crois pas. Parce que dans la configuration congolaise actuelle... Je vous assure qu'actuellement, moi j'ai toujours dit, tel que moi je connais le Congo, parce que j'ai cette satisfaction-là de dire que je suis quelqu'un qui connaît mon pays, le pays profond. Je vous assure, Monsieur Kousouanika, croyez-moi, personne n'est capable de gagner une élection contre celui qui est au pouvoir dans la configuration actuelle de notre pays. Parce que la moitié au moins de la population est encore rurale. J'ai dit la moitié au moins. Or, dans la culture congolaise, donc la culture ambiante dans les campagnes, le chef n'est pas mauvais. Ce sont les collaborateurs qui le sont. Ah oui. Donc les gens là-bas, ils votent pour le chef. Le chef, c'est qui? C'est celui qu'on connaît, dont la télévision, la radio parle. Celui de voir. Enfin, et donc, maintenant, en se situant un peu dans cette perspective, comment vous positionnez-vous par rapport à toutes les questions ayant trait à la révision constitutionnelle, au mandat du président Kabila, parce que la Constitution lui interdit un 3e mandat? Il y en a qui parlent déjà des velléités, des modifications en termes justement des référendums. Dernièrement, on a suivi le président de l'Assemblée nationale qui semblait parler un peu de cette éventualité de pouvoir consulter les souverains primaires. Vous, comment vous positionnez par rapport à ça? C'est une bonne chose, mauvaise chose? Je crois que si on est de bonne foi, d'abord, il ne faut pas avoir peur des idées. Si les idées sont exprimées de façon honnête, de façon respectueuse, sans chercher à injurier, sans chercher à humilier, il faut les étudier. La constitution du Congo ne serait pas la première à être changée. Hein?
Dans le monde entier, quand il y a un blocage, en France maintenant, on est en train de travailler à la révision de la Constitution. Parce que écoutez, la Constitution est un texte qui reflète les réalités d'un moment. Or, la situation d'un pays n'est pas statique, elle évolue. Donc, il est normal qu'elle puisse s'adapter. Ouais. Si on veut modifier, disons les choses clairement, parce que vous dites qu'en termes d'idées, mais si on veut modifier la Constitution, c'est pour accorder, du moins celui de la majorité, un mandat supplémentaire au président Kabila. Alors, maintenant, quand vous parlez des situations par rapport au pays, quelle est la situation qui peut faire que ça soit bénéfique pour que M. Kabila puisse remplir? Moi, je vous dis d'abord ceci, très clairement. Nous sommes dans une situation où le Congo est en train de jouer son existence. Les élites n'en sont pas conscientes. Quel est l'intérêt du Congolais qui réfléchit, qui est pleinement conscient de la nature des enjeux en cours? C'est que quoi qu'il arrive, notre pays subsiste. Comment vous pouvez consciemment poser des actes susceptibles de fragiliser l'existence de votre pays? Nous avons, je crois, entre parenthèses, cette chance d'être plus d'une fois secoués par les événements qui nous réveillent, qui nous rappellent que le danger n'a pas disparu. Parce qu'après la victoire de l'année passée sur les troupes d'agression, beaucoup de gens s'étaient réjouis de c'est fini. Non, non, ce n'est pas fini. Et donc, pour vous, modifier la Constitution, moi, je pense que l'intérêt du Congo maintenant demande à ce qu'on modifie la Constitution. Ce n'est pas de bouleverser l'ordre institutionnel en place. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'intérêt du Congo, pour moi aujourd'hui, étant donné les résultats obtenus par l'actuel chef de l'État en matière de préservation de l'unité nationale, de l'intégrité des frontières, de la résistance contre l'agression. Le Congo n'a pas intérêt de voir bouger ce type. Moi, je crois, si nous réfléchissions... Maintenant, ceux qui pourront vous rétorquer, mais écoutez, les règles démocratiques sont des règles démocratiques. Les règles démocratiques. Il faut savoir les respecter comme telles. Les règles démocratiques. D'autres disent, mais l'alternance, il faudra justement que cela puisse arriver pour que le pays puisse s'habituer à cette notion de l'alternance et à renforcer sa démocratie. Écoutez, M. Kouswanika, les règles démocratiques, si elles mettent en danger l'existence du pays, ce sont des règles qui ne conviennent pas à la situation. C'est-à-dire, dans chaque situation, il faut une analyse qui corresponde aux réalités. Vous savez, nous avons affaire à des ennemis dont la culture et la persévérance, quand ils sont sur un objectif, ils ne lâchent pas facilement. L'invasion du Congo par les Rwandais, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Avant la colonisation, ils venaient se battre chez nous pour essayer de dominer les gens, pour essayer d'annexer les territoires. Après l'indépendance, ils avaient été chassés du pouvoir. Il y a un autre groupe qui était arrivé, des gens qui sont des pacifistes. Et c'est pourquoi le Congo, pendant une trentaine d'années, on a eu de bons rapports avec ses voisins. Mais à partir de 1994, depuis que le FPR est revenu au pouvoir, l'idéologie militariste, annexionniste, guerrière, il a repris du poil de la bête. Vous voyez? Et ce sont des gens qui sont d'une intelligence supérieure. Ils arrivent à entuber même les grandes puissances, au point que est-ce que ça ne vous frappe pas? Ils sont d'une intelligence supérieure par rapport aux Congolais, vous voulez dire alors? Mais je vous dis que
moi j'ai un ami français, un responsable, qui m'a dit il y a 20 ans, il dit, ces gens-là... Qui sont ces gens-là? Donc nos voisins, qui viennent, ceux qui ambitionnent d'annexer une partie de notre pays. Hein? Il dit, ces gens-là, méfiez-vous. Parce qu'effectivement, ils ont des qualités que nous n'avons pas. Nous avons des intelligences individuelles, mais nous ne savons pas les fédérer. Eux, quand ils sont sur un objectif, tous ils sont dans la même direction. Il y a très peu de gens chez eux là-bas que vous entendrez condamner les aventures militaristes de Kagame. Même quand il échoue, même quand il fait... Et qu'est-ce que vous faites de Karegeya, de Kayumba, de tous les autres? Oui, j'ai dit, mais il y a très peu de gens. Ceux-là, c'était ses copains, ils se sont chamaillés sur le partage du pouvoir. Mais il y a très peu qui vous diront, non, il a commis une faute en allant attaquer le Congo, en allant tuer des gens, en allant massacrer des gens là-bas. Parce que dans leur philosophie de la vie, ceux qui ne sont pas d'accord, on les soumet. Point barre. Et c'est ça l'intelligence supérieure. Ah oui, que voulez-vous? C'est comme ça. Quand une minorité comme ça arrive à soumettre la majorité, c'est que forcément, il y a une intelligence qu'ils ont, que vous n'avez pas. Vous comprenez? Donc il faut prendre ces gens-là très au sérieux et savoir qu'ils ne vont pas lâcher prise du jour au lendemain. Vous avez entendu vous-même de vos oreilles l'envoyé spécial des États-Unis qui, après même les accords, les fameux accords d'Addis Abeba, il dit non, on doit réviser les frontières du Congo. Réviser les frontières du Congo parce qu'eux, ils les réclament. Mais vous allez au Kivu, aucune population, heureusement d'ailleurs pour le Congo, aucune population n'accepte cette idée-là. Mais il dit ce type-là, alors même que le président Obama, qui est un Africain par son père, sait très bien quelle est la situation dans les Grands Lacs. Il est très bien informé. Mais il n'a pas le pouvoir. Il a changer les choses. Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais il me semble que justement, même s'ils sont pro-rwandais, ce sont aussi les mêmes qui ont décidé qu'il faut un changement en République démocratique du Congo et qu'il faut que le président en place puisse respecter la Constitution. Voilà. Ça c'est leur souhait et ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Parce que, bon, il y a certaines faiblesses que nous présentons et que, bon, qu'il ne leur conviennent pas. Mais de toute façon, il nous appartient, nous, de défendre notre pays comme nous l'entendons, de le construire comme nous l'entendons, tout en tenant compte des réalités de l'environnement régional et international. Mais ne vous en faites pas, les Américains ne viendront jamais décider à notre place. Et si nous acceptons cela, c'est-à-dire que nous abandonnons quelque chose d'essentiel, qui est notre souveraineté, hein, pour laquelle tant de gens, les Lumumba, les Kabila, Laurent sont morts. Non. Alors nous allons terminer cette émission par le gouvernement de cohésion nationale. Il a été annoncé depuis les concertations nationales. Est-ce que doit-on continuer avec ceux qui sont sur place ou bien, comme cela a été annoncé, il faut que le président puisse nommer ce gouvernement, surtout qu'on vient d'apprendre, selon les dires de M. Minakou, qui a eu un entretien avec Colette Brackman, que ce gouvernement ne saurait plus tarder. Peut-être qu'avant septembre, il pourrait être mis en place. Oui, je crois que toute décision qui tendrait à ouvrir l'espace politique à d'autres forces que celle de la majorité
présidentielle actuelle serait une bonne décision qui irait dans le sens de l'apaisement. Donc si on installe un nouveau gouvernement, dans cet esprit-là, ça serait une bonne chose. Mais sans pour autant rejeter ce qui a été accompli par le gouvernement en place actuellement. Oui, mais on va vous dire, le gouvernement en place actuellement, il ne parle que de cadre macroéconomique, de croissance qui n'est pas distribuée. Le peuple ne voit pas la croissance. C'est-à-dire, la situation est tellement difficile. C'est-à-dire, l'ampleur de la destruction de l'appareil économique a été telle que, pour que nous puissions retrouver le niveau que nous avions en 60, il faudra encore beaucoup de temps. Par exemple, vous savez, il y a quand même des acquis. Et cette histoire, j'ai été impressionné par l'inauguration il y a 2 semaines, je crois. Vous voulez parler du parc industriel de Bukangalonzo. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment une initiative spectaculaire. Si on l'amène à bonne fin, je crois que c'est quelque chose qui sera en mesure... Mais d'autres disent qu'ils ont vu du diamant là-bas, qu'ils veulent exploiter avec les Sud-Africains. Oui, les Congolais, ils voient toujours... quelque chose. Ouais. Si on voit le diamant, on veut l'exploiter, c'est à mieux. Oui, mais en catimini, ils disent. Oh, non, vous ne pouvez pas faire une exploitation diamantifère en catimini. Il faut des dragues, des grands engins, il faut du personnel, tout ça. Comment est-ce que vous allez cacher ça? Mais seulement, c'est quelque chose qui va apporter un plus, surtout pour le ravitaillement de la ville de Kinshasa. Avec Nsele et Bukangalonzo, et il semble que c'est le premier parc industriel, mais qui sera suivi par d'autres. Mais seulement, il faut que les autorités soient attentives sur une chose. C'est que de tels investissements qui concernent une technologie très avancée, ce ne sont pas des technologies qui sont assimilables par la population. Or, vous ne pouvez pas faire un développement par le haut. Ça n'existe pas. Vous risquez tout simplement de créer un pays à 2 vitesses. Mais en parlant justement du parc de Bukangalonzo, il y a quelqu'un qui a dit, mais écoutez, les Sud-Africains là, ce sont des colons que... Les Sud-Africains sont en train de chasser, d'autres qui sont au Zimbabwe, mais finalement, ils vont mettre en République démocratique du Congo la même politique qu'ils ont, parce que ces gens-là, ils ne viennent jamais sans pour autant qu'il y ait un droit sur la terre, un droit définitif sur la terre. Non, ça c'est une autre paire de manches. Hein? Mais la question fondamentale, c'est celle de la technologie employée. Le Congo, bien sûr, doit aspirer à pouvoir se brancher sur les technologies les plus modernes. Mais en même temps... Qui est transfert aussi. En même temps, il faut se focaliser sur des technologies qui peuvent être assimilées par la population. C'est grâce à cela qu'on peut assister à une mutation culturelle. C'est grâce à cela que nous pouvons faire un pas, quitter le stade dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, d'une économie de subsistance vers une économie de production. Et donc il faudra que, par exemple, pour le cas du parc de Bukangalonzo, qu'on ait prévu une clause de transfert des technologies et des connaissances congolais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, d'accord, il faut beaucoup d'ingénieurs congolais là-bas, tout ça, c'est bien. Mais vous savez, ce n'est pas seulement au Congo qu'on voit ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez connu la Gécamine dans l'État. Vous savez que nous étions un des pays qui avait une avance technologique qu'aucun pays dans les alentours n'avait. Mais une fois que le prix du cuivre est dégringolé, la mauvaise gestion de Mobutu s'est ajoutée, les ouvriers qui travaillaient dans l'électrolyse, ils sont revenus à la culture de la houe. Ils sont allés cultiver des champs. Vous voyez? Donc il faut que nous puissions acquérir au niveau de la population des technologies que les gens peuvent assimiler de façon définitive, c'est-à-dire qui conditionnent leur mode de vie. Et en cela,
Nous avons beaucoup d'exemples à suivre. Il suffit d'aller voir ce que les Asiatiques font. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Vous voyez, nous pouvons nous inspirer de ces exemples-là. Des questions tout à fait élémentaires. Le traitement du cuir, par exemple. Ça, chez nous, nous ne connaissons pas ça. Et pourtant, à quelques kilomètres de chez nous, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et dans les pays arabes, hein, la maroquinerie est une industrie qui est florissante. Vous voyez? Mais il faut former les gens. Nous ne connaissons pas l'irrigation. Vous savez que à l'époque, moi j'allais acheter le riz en Banzangungu, quand les Chinois étaient là. Une fois les Chinois sont partis, l'exploitation a fermé. Ouais. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à faire l'irrigation. Or, c'est quelque chose d'élémentaire. Vous voyez? Donc, il faudrait que les autorités puissent vraiment prendre à cœur cet aspect du développement. Sinon, vous pouvez faire les plus belles usines qui soient. Mais s'il y a une difficulté, sur le marché mondial, il y a telle difficulté. Dans ce monde globalisé d'aujourd'hui, ces industries-là s'arrêtent, leur impact disparaît automatiquement. Tout à fait. Mais tandis que si les gens savent produire avec d'autres moyens, savent produire plus, ça change leurs conditions de vie et ça change leur vision du monde. Voilà, c'est donc, ça nous fait déjà presque plus d'une heure d'émission. C'est donc par ces mots d'espoir que nous mettons un terme à cette émission. Merci Monsieur Albert Kisonga Mazakala de votre visite et puis de votre connaissance que vous avez transmise à tous nos internautes spectateurs et à tous nos téléspectateurs. Quant à moi, je vous retrouve lors d'une prochaine édition et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il et ce qui est dit. Honorable Kisonga, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.